Les notions de qualité de vie, de bien-être, de bonheur apparaissent de plus en plus fréquemment parmi les arguments qui orientent les analyses et les choix des citoyens dans de nombreux domaines. Dans le champ de l'éducation, ces notions sont très proches et traduisent un même besoin, celui d'épanouissement personnel et de réalisation de soi. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau compte-rendu du Bar des Sciences, nous allons parler de bien-être en éducation. Je vous laisse tout de suite avec le micro-trottoir. Si on remonte donc au moment où vous avez fait votre école primaire, est-ce que vous pouvez nous raconter un bon souvenir, un souvenir de bien-être? Allez-y. Récréation, le jeu de billes. C'est plus l'odeur de couleurs, d'encre, de papier, de choses comme ça. Souvenir de l'école primaire, une sortie dans une grotte près de Chambéry. La kermesse. Ouais. On faisait des spectacles, on faisait la fête, tout le monde ramenait des trucs à manger, on faisait des jeux. Donc vous c'est pareil, c'est la kermesse. Moi, je suis pas d'accord avec la hiérarchie des savoirs. Agnès Perrin-Doucet, directrice de la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, maîtresse de conférences en langue et littérature française, didactique de la littérature. Je pense qu'effectivement, il manque dans l'apprentissage, et ça a été posé 2 ou 3 fois, j'ai entendu plusieurs fois la nature, l'extérieur, le dehors, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école du dehors ou l'école au dehors. Mais il me semble que le rôle de l'école, c'est la construction c'est de participer à la construction intellectuelle et pas que intellectuelle de l'enfant, hein, c'est-à-dire de l'amener à devenir un être émancipé. Hein, alors pas tout seul, avec les familles évidemment et avec toute la société. Et je pense que, et c'est une ancienne très très nulle en maths qui vous le dit, que l'enseignement des mathématiques, comme l'enseignement de la littérature, l'enseignement de la physique, l'enseignement des sciences, etc., des arts, de la musique, de la poésie, que je mets à part de la littérature, que je mets dans les arts, ça participe à faire finalement ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un honnête homme, avec un H, donc on pourrait dire une honnête femme, si on ne veut pas faire de discrimination. Je crois que c'est très important. Ma fille aînée, elle travaille très très bien à l'école et ça lui arrive régulièrement d'avoir des notes qui frôlent l'excellence. Et souvent, sur ces commentaires, les professeurs y répondent bien. Et pour ma fille, elle ne comprend pas le rapport, la corrélation qu'il y a entre sa note qui frôle l'excellence avec le commentaire qui est bien. Je pense que c'est important de se demander qu'est-ce qui est important. Sabrina Suffren, docteure en neuropsychologie, diplômée de l'Université de Montréal, attachée temporaire d'enseignement et de recherche en psychologie du développement à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Est-ce que l'important c'est d'avoir 20 et d'être excellent, ou est-ce que l'important c'est d'avoir appris quelque chose et d'être bien dans ce qu'on a appris? Et moi, il me semble que c'est là qu'il y aurait une discussion à avoir avec les enseignants et avec les élèves et avec les parents aussi. C'est quelle est l'importance de cette note? Juste vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue comme maman, qui était une jeune enseignante, une jeune institutrice. Il y a eu une époque où on n'avait plus le droit de mettre des appréciations. Et l'enseignant en CP, quand il avait corrigé le cahier, que c'était bien, ou qu'il ne voulait pas dire ni bien ni mal, il m'était vu. Et un jour, je vais chercher ma fille à la sortie de l'école. Elle était en larmes. C'était une très bonne élève aussi, très sérieuse, très appliquée. Puis avec des parents qui mettaient de la pression sur l'école, parce que c'est aussi ça qu'il faut regarder. Et en disant ça, je m'interroge comme maman. Hein. Et alors, elle était en larmes. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai eu un vu. Elle avait parfaitement intégré que vu, c'était pas ni bien, ni très bien, que c'était juste... la limite, voilà, tu as fait le travail, point barre. Et donc, c'est la même réponse. C'est un curseur. Et ça m'a interrogée, moi, cette remarque de ma fille en CP. Alors que c'était une bonne élève et qu'on était peut-être des parents un peu exigeants. C'était notre aînée.
on avait une pression, puis en plus 2 enseignants, c'est encore plus de pression, parce qu'il y a une pression. Et ça m'a beaucoup interrogée en tant que maman et en tant qu'enseignante, parce que j'étais jeune enseignante. Voilà, je crois que c'est tout ce rapport à l'évaluation qui est très compliqué. À certains moments, on a mis des A, des B, des C, des D, puis après on a mis des A', mais on a essayé de chercher comment... Aujourd'hui, on met des notes. C'est encore des discussions qu'on a. Hein. J'ai des étudiantes de la faculté d'éducation qui sont ici. Pour l'instant, on note, parce que le système à l'université, c'est note. Mais on évalue en compétences. Alors, est-ce qu'on doit noter, pas noter? C'est des grandes... Vous leur direz pas, hein, mes collègues, que je l'ai dit, mais c'est des grandes discussions qu'on a. Mais ça change rien, en fait. Le fait que le sport n'ait même pas été évoqué depuis le départ m'indique peut-être que la question du bien-être corporel, physique, est finalement pour passer un peu sous silence jusqu'à présent. Et alors déjà, et donc ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est aussi le fait qu'on a passé de la question de l'éducation à la question de l'école, et que l'éducation, c'est tout au long de la vie peut-être, et donc la question du bien-être lors des apprentissages est aussi quelque chose qui, mine de rien, est passé voilà, sous silence. Je ne sais pas pourquoi. Oui, alors moi je travaille surtout sur la famille et sur l'anxiété. Donc l'anxiété chez les enfants, et dépendamment de s'ils ont dans leur famille des personnes qui ont des troubles psychiatriques ou s'ils ont vécu des pratiques parentales plus ou moins coercitives ou de la maltraitance. Mais au niveau des apprentissages, parce que les apprentissages, ça reste quand même rattaché à l'école. Pour parler de sport et d'anxiété, par exemple, on sait que le sport fait diminuer les niveaux d'anxiété. On sait que ça favorise les apprentissages de tout type, pas que à l'école. L'apprentissage, si on parle de l'école, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas que l'école, hein, les enfants sont pas qu'à l'école et on n'apprend pas qu'à l'école. Je pense même qu'on apprend, c'était très clair dans le micro-trottoir, on apprend parfois peut-être plus en dehors de l'école qu'à l'école. Moi, je ne suis pas spécialiste de sport, mais la question que je me pose, c'est toujours, et les échanges que je peux avoir avec mes collègues sur la formation des étudiants au niveau du sport, c'est est-ce que c'est une pratique sportive ou est-ce que c'est un enseignement du sport? Ce qui n'est pas la même chose quand même. Hein. Et on voit par exemple dans la société que la pratique sportive, elle va souvent déboucher sur la compétition. Si vous entrez dans un club, en France particulièrement, hein, vous allez forcément à un moment avoir une licence et devoir emmener vos enfants faire des compétitions et vous-même devoir faire des compétitions. Donc ce qui favorise le bien-être, c'est l'activité physique dont le sport fait partie, mais pas uniquement. Et je crois qu'on l'a évoqué au tout début, et ça a été très bien dit dans le micro-trottoir, moi je l'ai repéré à plusieurs reprises, le rapport à la nature finalement. Hein, parce qu'elle a tronqué la citation, ma collègue. Hein, elle a dit « connais-toi toi-même ». Non, non. Au fronton de Delphes, c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est-à-dire les dieux au sens grec du terme, hein, pas au sens le dieu. Hein, c'est-à-dire tu connaîtras le monde, tu connaîtras les autres, tu arriveras à un équilibre avec la nature. Et je crois qu'on y revient, hein, relire... les textes grecs et latins sur ces questions, hein, le De natura rerum de Lucrèce, hein, de la nature des choses, qui montre l'équilibre de l'homme dans la nature, ou un texte absolument sublime, c'est dommage, je ne l'ai pas avec moi, mais je le lis souvent dans des interventions, le Nos Atipasa de Camus. En fait, la question est surtout pourquoi ici en France, le ministre... de l'éducation nationale et les gouvernements ne s'appuient pas sur le modèle américain où, en plus, au niveau pédagogique, il y a quand même un niveau supérieur. On a du difficulté, effectivement, à accepter Bénédicte Gendron, docteur en neuropsychopathologie et en développement des RH, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. De faire venir des modèles qui ne nous appartiennent pas. Pour exemple, les compétences émotionnelles, ça fait à peu près 20-30 ans qu'on travaille ça aux États-Unis, donc les soft skills, avec ce mot-là, emotional competences. En France, ce n'est pas possible d'utiliser ce mot-là, on a du mal, donc on a utilisé compétences psychosociales. Bon, après, quand on est chercheur, on se dit, bon, peu importe, c'est la même chose. Mais on va dire, on va terminer par le positif, ça arrive, justement, parce qu'effectivement, il y a déjà une commission qui s'est mise en place, pas complètement mis en place, mais il y a une commission qui s'est mise en place sur le développement des soft skills et le travail justement dans la perspective du bien-être à l'école. Et là, il est en train de se mettre aussi
une commission de travail sur le bien-être étudiant à partir de ses compétences psychosociales. Donc elle n'était pas, on va dire, dans le programme, elle faisait partie du socle commun des compétences, mais après, est-ce que les enseignants sont outillés pour les mettre en place? C'est ce qui reste encore à travailler. Quand même, l'histoire de l'école française, c'est aussi l'histoire de la recherche en éducation. Que c'est des modèles qui sont les mouvements d'éducation nouvelle. On est très critique par rapport à nous-mêmes, hein, et moi la première, j'ai été assez critique. Hein. Je pense qu'il y a un bouillonnement énorme de recherche en éducation. Vous voyez, on est toutes les deux chercheurs en éducation, moi plutôt en didactique. Bénédicte plutôt en sciences de l'éducation et sur des questions cognitives, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes champs et on trouve des convergences. Donc je crois qu'il faut pas non plus complètement dénigrer le système français. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, il faudrait, pour comparer des systèmes, on ne peut pas les comparer au regard d'une expérience individuelle. Il faut la comparer qui est contextuelle, etc. Et je ne vous demanderai pas de développer évidemment votre contexte personnel. Hein. Il faut la comparer au regard de l'échelle de l'ensemble de la société. Donc je crois que tout n'est pas parfait, mais je ne sais pas si en important un autre système, on arriverait à faire fonctionner aussi bien. Ou mieux, ou aussi bien qu'il fonctionne ailleurs. Parce que les structures de la société française et les structures des sociétés anglo-saxonnes sont quand même différentes. Les fondements sont différents. Les mentalités sont encore différentes. En revanche, je pense qu'il faut regarder effectivement toutes ces expériences. Bénédicte a parlé de pédagogie de projet. Moi, je crois effectivement que ce qui est très important à développer, quel que soit le système, c'est l'interaction entre les élèves, c'est l'apprentissage entre pairs, c'est la collaboration, la coopération. Hein. C'est ce qu'on essaye de développer, qui n'est pas toujours accepté dans la société française, parce que c'est rejeté au nom d'un pédagogisme. On voit ça beaucoup. Hein. C'est des travaux de quelqu'un comme Mérieux. Mérieux, c'est un nom qu'on ne peut plus prononcer aujourd'hui, alors que c'est un des grands noms de la pédagogie française quand même. Hein. Donc, je crois qu'il y a... Au lieu de chercher à étiqueter et à se poser la question de comment on articule les différentes expériences, parce qu'une chose est certaine, et ça dans tous les systèmes, et c'est montré régulièrement, ce qui va permettre à un enfant d'apprendre dans un contexte ne permettra pas peut-être à son voisin d'apprendre de la même façon. Donc les enfants sont des êtres uniques et il faut des modalités d'apprentissage différentes, et le rôle de l'enseignant ou le rôle des parents d'ailleurs, hein, parce que vous faites 2 enfants, ils ont les mêmes parents, ils sont très différents hein, quand même. Hein. Je me tourne vers la spécialiste de ces questions, très très différents, ils ont des fonctionnements très différents. Je pense que si vous avez plusieurs enfants, vous le savez. Hein. Et donc il faut aller chercher ce qui est bon dans les uns et les autres, et comment on le fait sien en fait. Donc il faut que les jeunes enseignants, par exemple, soient formés avec des méthodes coopératives, collaboratives, des pédagogies de projet. C'est ces questions-là en fait qu'il faut poser, ou les cadres infirmiers qu'on va former, hein, les formateurs d'infirmiers pour prendre, ou les futurs dentistes. Hein, voilà, je crois que pour moi c'est ça qui est important. Ce bar des sciences fut une nouvelle fois riche en échanges entre la salle et nos intervenants. Nous espérons que vous avez apprécié ce compte rendu. N'hésitez pas à nous le signaler en laissant un petit pouce levé sous cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes.